kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. À 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un jet surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. 20 heures après l'explosion, aucune information n'a encore été communiquée aux habitants de Pripyat. Le taux de radioactivité ne cesse d'augmenter. Il faudrait calfeutrer portes et fenêtres, prendre des comprimés d'iode pour neutraliser les effets de la radioactivité. Mais aucune consigne n'a été donnée. Pendant ce temps, poussés par les vents, les nuages chargés de particules radioactives ont commencé à dériver vers le nord. Les 26 et 27 avril, ils parcourent plus de 1000 km au-dessus de la Russie, puis de la Biélorussie et des pays baltes. Le 28, ils arrivent au-dessus de la Suède, où la télévision informe la population d'une augmentation de la radioactivité. Les pluies qui tombent sur Stockholm sont chargées de poussière radioactive. Le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de césium-137 et d'iode-131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce.